Bonjour à tous, merci d'être présents. Je suis heureux de participer à ces nouvelles conversations sur l'arbre, la première de ces 5 rencontres qui auront pour thème cette année les contes, la forêt, le vin et les bêtes. Et donc aujourd'hui, le parfum de la nature. Elles ont été réalisées en partenariat avec Pour la Science et puis Philosophie Magazine, pour lequel je travaille. Je suis journaliste à Philosophie Magazine. Nous les avons conçues avec Chantal Collot-Dumont et puis Marie-Laure Desjardins notamment. Alors, pour parler de ce sujet que j'espère inspirant, nous avons 4 personnes avec nous aujourd'hui et demain. Annick Le Guérer, qui est donc anthropologue, philosophe, historienne des odeurs, de l'odorat et du parfum. Jean-Claude Héléna, qui est parfumeur et écrivain. Fabrice Chemla, un chimiste, enseignant, mais également passionné de science-fiction. Et puis l'artiste Karine Bonneval. Alors, nous allons entretenir le dialogue pendant ces 2 journées ensemble, essayer de voyager à travers les parfums et les odeurs, essayer de voir dans quelle mesure ils nourrissent l'imaginaire, dans quelle mesure ils traduisent parfois nos désirs aussi, et puis ce qu'ils disent de notre rapport au monde. Pour commencer, peut-être, j'aimerais partir d'un paradoxe. Je ne vais pas être très long, j'ai essayé de faire une petite introduction avant de laisser la parole à Annick Le Guérer. Mais ce paradoxe, c'est que finalement, l'odorat est peut-être l'un des plus négligés, ou qui a été, en tout cas historiquement, l'un des plus négligés des 5 sens, par rapport à la vue ou au toucher, par exemple. Il a été associé au monde de l'artifice, peut-être un monde un peu frivole, qui n'a pas trop intéressé les philosophes pendant un certain temps. Et puis c'est aussi qu'il est évanescent. Alors la prise sur ce sujet-là est plus difficile. Il est difficile d'en faire un sujet conceptuel, disons. Bref, l'odeur paraît se volatiliser quand on essaie de la saisir. Et en même temps, c'est là où est le paradoxe, c'est que c'est aussi l'odeur, la senteur, ce qui nous traverse le plus profondément. Et puis pour s'en assurer, il suffit de lire Proust, voilà, qui en est peut-être le meilleur, sinon théoricien, du moins le meilleur représentant, celui qui a écrit peut-être de très belles pages, en tout cas sur ce sujet-là, mais il y en a d'autres, comme Paul Valéry ou Nietzsche, qui ont écrit sur ce sujet. Alors, il y a un historien qui n'est pas présent aujourd'hui, mais qui s'appelle Alain Corbin, et qui a, pour donner une forme conceptuelle néanmoins à ce paradoxe, a parlé de silence olfactif, dans un ouvrage qui a fait date, qui s'appelle Le Miasme et la jonquille, paru en 1982, dans lequel il essayait de montrer comment, historiquement, nous étions parvenus à une forme de désodorisation de la société, mais qui était concomitante, c'est là où est la bizarrerie, disons, d'un intérêt grand pour les odeurs. Et c'est parce qu'on s'y intéresse qu'on essaie aussi de les expurger. Donc il y a cette double dynamique qui est intéressante, et peut-être sur laquelle on reviendra au cours de ces 2 jours. Annick Le Guérer, vous êtes l'une de celles qui, avec Alain Corbin, s'est interrogée parmi les premières sur ces pouvoirs de l'odeur. Je reprends le titre de l'un de vos ouvrages, qui a eu connu de nombreuses éditions, de nombreuses traductions aussi, et que je vous invite à lire, qui est vraiment très passionnant comme ouvrage, et sur lequel vous revenez à la fois sur la méfiance des philosophes et puis des psychologues sur cette notion, sur l'odorat, sur les parfums, mais aussi leur intérêt. C'est ce qui fait la beauté de cet ouvrage. Et puis vous montrez finalement que le parfum a eu plusieurs rôles au cours de la société, et qu'il a encore ce rôle-là. Vous allez nous en parler un petit peu plus profondément ensuite. À la fois un rôle religieux, un rôle cosmétique, ou en tout cas dans l'ordre de la séduction, et puis un rôle plus thérapeutique. C'est ce dont vous nous parlerez un peu plus tard. Alors on le voit, le parfum, les odeurs sont un sujet à la fois évanescent, un peu métaphorique. Les auteurs l'utilisent souvent de cette façon-là. Il y a beaucoup d'expressions autour de l'odorat et du nez. Et en même temps, un sujet qui est très personnel, très sensoriel, très sensuel. Nietzsche ira jusqu'à dire, et c'est la conclusion de votre ouvrage d'ailleurs, dans Le pouvoir de l'odeur, où il dit « Tout mon génie est dans mes narines ». Alors ça, c'est pour l'aspect philosophique, disons. Dans cette difficulté à saisir cette notion de parfum et d'odeur, il y a aussi une richesse qui est celle de l'inventivité du langage, et qui nous oblige à trouver des façons de pouvoir parler de ce sujet-là. Et là, c'est Paul Valéry qui le dit, qui écrit une perception directe est d'autant plus précieuse que nous savons moins l'exprimer. Plus elle met en défaut les ressources de notre langage, plus elle nous contraint à les développer.
Alors peut-être je m'avance un peu, mais vous nous le direz, Jean-Claude Héléna, c'est finalement le travail que vous avez fait en tant que parfumeur, auteur, artiste, on le disait tout à l'heure, et notamment dans l'Atlas de botanique parfumée, où vous faites cet effort à la fois d'employer un langage savant parfois, mais aussi de l'associer à des expressions, à des épithètes qui sont plus personnelles. Alors on peut parler de capitules, de rhizomes, de mellifères, mais on peut aussi parler de vertical, lascif, intelligent, rond, pour définir ces odeurs. C'est ce dont vous nous parlerez demain, et à quoi vous nous inviterez, c'est d'être à l'écoute de ces odeurs. Alors, dans cette difficulté-là, on le voit qu'il faut être difficulté à saisir la notion, à être inventif. Et un philosophe qui s'appelle Yves Michaud, qui a beaucoup écrit sur la question des atmosphères, s'intéresse à ces sujets-là et dit finalement il faut inventer une nouvelle phénoménologie. Alors la phénoménologie, c'est la science de l'apparaître, la façon dont les choses nous apparaissent, l'étude de la façon dont les choses nous apparaissent. Et il dit peut-être que le parfum serait un bon exercice pour cette nouvelle phénoménologie, dans la mesure où elle l'inviterait à voir par exemple que l'odeur est une perception locale concentrée qui n'entre pas en contraste avec d'autres, qu'elle est susceptible d'une attention très concentrée, mais pas des changements d'échelle, pas comme le toucher par exemple avec différents niveaux de rugosité, que ce qui compte en somme c'est son unité. Et puis surtout, c'est là où c'est intéressant pour nous, et puis peut-être existentiel aussi, c'est que l'odeur nous touche en profondeur, elle est quelque chose qui nous traverse, on ne peut pas ne pas l'apercevoir, alors peut-être qu'on va en faire l'expérience tout de suite. Elle a une sorte, dit-il, d'efficacité envahissante. Cette forme d'efficacité est aussi une forme d'efficacité imaginative, et là ce sera notamment l'objet de l'intervention de Fabrice Chemla, mais aussi de Karine Bonneval. Et puis c'est le sujet d'étude d'une dernière philosophe, après j'arrête avec les références et je vous laisse parler, qui est Chantal Jacquet, qui a écrit une philosophie de l'odorat, qui loue d'ailleurs les travaux d'Annick Le Guerrer, et qui écrit que l'art des parfums est finalement une forme de contemplation de nouveaux mondes. Ça nous ouvre à des formes d'imaginaire. Et puis elle prend pour exemple la création du parfum Chanel numéro 5 en 1921, en montrant qu'à l'époque, Gabrielle Chanel voulait avoir un parfum qui soit comme un bouquet de fleurs abstrait. Elle ne voulait pas de la rose ou du muguet, elle voulait un parfum qui soit composé, artificiel, mais artificiel comme une robe. Alors on voit là qu'il y a toute une forme d'inventivité dans ce parfum de la nature qu'on peut recomposer. Ça, ce sera effectivement peut-être le chimiste qui nous en parlera un petit peu plus, mais aussi l'artiste qui a fait de ces hybridations le sujet de son œuvre. Alors voilà, pour conclure, je cite Rousseau dans l'Émile qui dit « L'odorat est le sens de l'imagination donnant en air un ton plus fort, il doit beaucoup agiter le cerveau ». C'est tout ce que je nous souhaite pour ces 2 jours. Et puis Annick Le Guerrer, je vais vous laisser la parole en rappelant que vous êtes anthropologue, philosophe, donc spécialiste de l'odorat, des odeurs, du parfum, membre du comité scientifique de l'Osmothèque, qui est un organisme intéressant puisque c'est l'endroit où on conserve beaucoup de tous les parfums à Versailles, toutes les formules de parfum. Vous avez été chercheuse et commissaire d'exposition. J'ai cité déjà l'un de vos ouvrages, Les pouvoirs de l'odeur. Il y en a d'autres, notamment que je vous invite à lire, Le parfum des origines à nos jours. Et puis plus récemment, Le parfum et la voix, une rencontre inattendue avec Bruno Fourne chez Odile Jacob. Alors voilà, je vous laisse la parole pour nous parler du retour des parfums qui soignent. L'odorat a été considéré comme un sens inférieur et j'ai fait partie des premiers chercheurs à chercher les raisons de ce discrédit, notamment chez les philosophes, qui ont considéré dès l'Antiquité que l'odorat portait moins de connaissances que la vue et que l'ouïe. Et cette opinion-là s'est propagée au cours des siècles. Le philosophe Kant, au XVIIIe, considérait que l'odorat était un sens qu'il fallait même ne pas développer. Ça montre bien l'importance de ce discrédit. Et cette opinion négative a été reprise par les psychanalystes, puisque pour Freud, la civilisation ne s'est développée qu'au mépris du refoulement de l'odorat. Donc ce discrédit a été intense. Il y a quelques philosophes qui, comme Nietzsche, ont considéré que l'odorat était un sens très important parce que c'était un sens
qui faisait une part essentielle à l'instinct et pas à la raison, donc un sens fusionnel qui nous mettait en contact directement avec les choses, avec le monde. Et Nietzsche, en effet, disait « tout mon génie est dans mes narines ». Les seuls, pendant des siècles, qui ont quand même accordé une grande importance à l'odorat, ce sont les médecins et les apothicaires. Et Hippocrate, 5 siècles avant Jésus-Christ, affirmait que le médecin devait être l'homme aux narines bien mouchées, pour bien sentir les odeurs et les analyser. Alors moi, je vais vous parler justement de l'importance des parfums dans la thérapeutique de l'Antiquité à aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on voit quand même de nouveaux désirs concernant le parfum. C'est ce qu'a apporté la crise sanitaire, la crise du Covid. On demande au parfum de ne pas nous apporter simplement des plaisirs sensuels, esthétiques, mais de nous apporter un bien-être profond, de nous protéger aussi. Et déjà dans les années 2000, les parfums gourmands, très sucrés, avaient comme mission de nous rassurer. Mais aujourd'hui, la peur du Covid a renforcé ce besoin de protection et on voit de plus en plus de parfums revendiquant des effets bénéfiques sur la santé psychique et physique. En réalité, le parfum est en train de renouer un rôle qu'il a joué pendant des siècles dans la vie des humains. Depuis l'Antiquité jusqu'à la séparation de la pharmacie et de la parfumerie en 1810, les parfums ont joué un rôle prophylactique et thérapeutique très important. Alors je vous ai dit qu'Hippocrate considérait que le médecin devait être l'homme aux narines bien mouchées, et déjà lors de l'épidémie qui s'abattait sur Athènes, au 5e siècle avant Jésus-Christ, il avait recommandé aux habitants de brûler des parfums dans les rues pour chasser l'épidémie. Parce que dès l'Antiquité, les médecins considéraient que les épidémies, les maladies venaient des odeurs, des mauvaises odeurs. Et le seul remède, c'était le parfum. Les mauvaises odeurs s'infiltraient dans le corps et les bonnes odeurs, celles des parfums, étaient censées s'infiltrer dans le corps aussi et neutraliser les mauvaises. Voyez. Alors d'Hippocrate, qui conseillait aux Athéniens de brûler des parfums, jusqu'à l'autre colonie impériale de Guerlain, en 1853, qui soignait encore les migraines de l'impératrice Eugénie, tout un arsenal de parfums thérapeutiques a été mis en place. On trouve des eaux de senteur, des vinaigres aromatiques, des cassolettes, des baumes, des sachets odoriférants, des pommes d'ambre. Tout cet arsenal odoriférant est résumé dans cette phrase d'un médecin de Louis XIV. Toute la vertu des médicaments ne consiste que dans leur odeur. Pendant des siècles, on a considéré que pour soigner, il fallait des ingrédients qui aient de l'odeur. Sans odeur, il n'y a pas d'efficacité. Et aujourd'hui, après une longue éclipse, le parfum entre à nouveau dans les hôpitaux. Dès l'Antiquité égyptienne, les parfumeurs et les médecins égyptiens étaient considérés comme les meilleurs. Les médecins égyptiens avaient une renommée dans les pays étrangers. Et vous voyez ici un médecin égyptien qui reçoit en consultation un prince syrien. Et il va lui prescrire des médications à base de produits végétaux aromatiques. On trouve dans le papyrus Hébert, un papyrus qui date de 16 siècles avant Jésus-Christ, qui fait 20 mètres de long, là c'est un fragment du papyrus, une centaine de remèdes aromatiques. Et on y trouve
dans ce papyrus la recette du kifi, un célèbre parfum, la première recette de parfum que l'on ait qui avait des vertus thérapeutiques. Alors le kifi servait d'abord à honorer les dieux. Il était présenté aux dieux par les prêtres 3 fois par jour, mais lorsqu'on le versait dans une boisson, il servait à soigner les maladies pulmonaires, hépatiques et intestinales. Alors, dans ce kifi, il y avait, je vais vous donner les ingrédients, il y avait du souchet, dont on utilisait le rhizome, les baies de genièvre, les raisins secs, la résine de térébinthe. La térébinthe vient d'un pistachier qui pousse principalement en Libye, en Syrie et dans tout le Maghreb. Il y a du roseau odorant, du jonc odorant, des fleurs de genêt, du vin, du miel et de la myrrhe. Alors ce fameux kifi, on l'avalait, on s'en frottait, mais on l'avalait aussi pour soigner les maladies pulmonaires, intestinales et hépatiques. Et lorsqu'on le respirait, il détendait et euphorisait comme le fait le vin, mais sans les effets de l'ivresse. C'est le premier parfum qui a un effet sur le comportement et l'humeur, le premier parfum aromacologique. Voilà. Alors tous les parfums que je vais vous faire sentir ont été recomposés par le grand parfumeur Dominique Ropion. Là, je vous présente une scène de présentation du kifi aux dieux, vous voyez. Vous voyez un prêtre égyptien qui présente le kifi sous une forme solide. On le brûle dans un bras à encens et la fumée odorante est censée établir un contact entre les hommes et les dieux. Et comme je vous le disais, lorsqu'on versait le kifi dans un liquide, on l'avalait pour soigner plusieurs maladies. On pouvait aussi le respirer pour se détendre. Dominique Ropion, un grand parfumeur contemporain, je lui ai confié les formules de tous ces parfums et il les a recomposés. C'est une évocation de ces parfums parce qu'il y a certains ingrédients aromatiques qu'on a du mal à trouver aujourd'hui. L'odeur est étonnante. Et c'est un parfum qu'on pourrait porter aujourd'hui, je trouve. Vous êtes d'accord? C'est un parfum extrêmement coûteux. Je m'empresse de vous le dire. Et pendant 25 ans, quand je le faisais sentir dans mes conférences, les gens me demandaient où est-ce qu'on peut le trouver. Nulle part. Mais depuis 2 ans, un parfumeur, enfin une maison de parfum qui s'appelle Astier de Villatte, l'a mis sur le marché. Mais il a fallu attendre 25 ans pour qu'une maison de parfum ose lancer un tel parfum. Parce que les produits naturels qui sont à l'intérieur, les fleurs de genêt, sont des produits coûteux, très coûteux. Donc c'est le premier parfum thérapeutique dont on est la formule. Il y a d'autres formules de parfums dans le souchet. Il faudrait que j'aille les déchiffrer, mais celui-là, on a plusieurs recettes, notamment celle de Plutarque, de Galien, de Dioscoride. Et c'était plus facile de reconstituer ce kifi que d'autres compositions aromatiques du papyrus hébert. Alors la science médicale égyptienne a exercé une grande influence dans tout le bassin méditerranéen. Hippocrate a passé 3 ans en Égypte pour apprendre la médecine. Ça vous montre bien l'importance de la médecine égyptienne, de même que l'importance de sa parfumerie. Pline l'Ancien disait au 1er siècle après Jésus-Christ, le latin Pline l'Ancien disait que les meilleurs parfumeurs étaient égyptiens. Donc, médecine et parfumerie, excellence en Égypte pharaonique.
Pour les médecins grecs, je vous le disais tout à l'heure, la maladie naît de la putréfaction. La putréfaction des déchets, des eaux stagnantes, des odeurs des malades, tout ça génère des odeurs nauséabondes qui engendrent des maladies. Parce que pour les médecins grecs, les mauvaises odeurs pénètrent dans le corps par la bouche, par le nez, par les pores de la peau et engendrent des maladies. Le seul remède, le parfum, qui lui aussi pénètre par les narines, la bouche, puisqu'on avalait les parfums, les pores de la peau, puisqu'on se frictionnait de parfum. Le seul remède, c'est le parfum. Les Grecs et les Romains vont axer leur pharmacopée sur le parfum. Vous voyez ici une boîte à médicaments de médecins romains. Vous voyez, dans les petites cases, ils mettaient des parfums solides, comme la thériaque. La thériaque. La thériaque, c'est une composition qui apparaît au 1er siècle après Jésus-Christ et qui a eu une carrière magnifique puisqu'on a abandonné la thériaque en France en 1884. Vous pouvez voir encore dans les anciennes pharmacies des pots de thériaque. Et la thériaque comportait 70 ingrédients végétaux, plus de la chair de vipère. La chair de vipère était censée renforcer les pouvoirs des plantes. Là, vous voyez Néron, l'empereur Néron, pour qui la thériaque avait été préparée par son médecin Andromaque. Et Néron, l'empereur romain Néron, était addict à la thériaque, parce que dans la thériaque, il y avait 70 ingrédients aromatiques, de la chair de vipère et de l'opium. Et la thériaque passait pour une panacée capable de soigner un très grand nombre de maux. Je ne vous donnerai pas tous les ingrédients de la thériaque parce que ça prendrait trop de temps, mais les plantes aromatiques étaient surabondantes, bien sûr. Il n'y avait que ça, de l'opium en plus et de la chair de vipère. Alors, la thériaque a d'abord été réservée aux empereurs et aux rois parce que c'était un produit fort coûteux, mais elle s'est ensuite un peu démocratisée. Sa préparation donnait lieu à des cérémonies publiques, notamment à Venise. Vous voyez ici une scène de préparation de la thériaque. C'est représenté sur un éventail vénitien. On voit ici les préparateurs en train de mélanger les ingrédients. Et sur les étagères, vous voyez des petits pots avec des vipères qui contenaient des pastilles de vipères qu'on ajoutait à la thériaque. Là, vous voyez les préparateurs en train de triturer la thériaque. Vous voyez, une cérémonie publique, il y avait un grand monde assisté à ça. Cette thériaque a eu une carrière magnifique. Pot à thériaque que vous pouvez voir encore dans d'anciennes pharmacies jusqu'en 1884. Elle a été utilisée. La pharmacopée médiévale va continuer de privilégier les plantes aromatiques. C'est toujours la même conception du médicament qui va se poursuivre pendant des siècles. Les religieux vont avoir un rôle très important dans la confection des préparations aromatiques pour soigner les malades. Dans les jardins des monastères, on voit ici là, les religieux en train de cultiver les plantes aromatiques médicinales qu'on appelle à l'époque simples, les simples. On a une idée des plantes qui étaient cultivées dans les jardins aromatiques médicinaux des abbayes, des hôpitaux des abbayes, grâce à ce plan de l'abbaye de Saint-Gall, une abbaye qui est en Suisse, et ce plan date du IXe siècle. On voit le jardin des simples. Il est situé tout en haut à droite. Juste au-dessus se trouve la pièce où on préparait les parfums, qui s'appelait l'apothicaire. C'était aussi la salle des consultations.
Au-dessus encore, la maison des purgations et des saignées. Et ce plan montre un véritable complexe médical qui rassemble les 3 grandes pratiques thérapeutiques qui vont dominer pendant des siècles, l'aromathérapie, la purgation et la saignée. Et grâce à ce plan de l'abbaye de Saint-Gall, on a une idée des plantes aromatiques cultivées dans cette abbaye de Saint-Gall. On a une partie là des jardins. On y voit par exemple le romarin qui passait pour une plante aromatique ayant énormément de pouvoir. La sauge, du latin salvare, qui veut dire sauver, qui passait aussi pour avoir de très grands pouvoirs thérapeutiques. Et il est curieux de voir que dans la pharmacopée orientale, la sauge prend le nom de salma, qui veut dire apporter le salut. Donc la sauge, aussi bien en Orient qu'en Occident, avait cette réputation. Beaucoup d'autres produits, comme la rue. La rue était utilisée comme un antivenin, un antipoison, et les moines la mêlaient à leur nourriture et à leur boisson parce qu'elle était censée avoir des propriétés anti-érotiques. Mais ils cultivaient aussi le fenugrec, une légumineuse réputée pour ses propriétés aphrodisiaques. Alors c'était un peu contradictoire. Les moines allaient aussi chercher dans la campagne des plantes comme le genêt et le genièvre, dont on se servait pour assainir l'air des maisons. On brûlait le genêt et le genièvre pour assainir l'air des maisons. Et on répandait aussi sur le sol des plantes aromatiques pour en hiver réchauffer l'atmosphère, en été la refroidir selon les saisons. Les plantes aromatiques étaient utilisées pour agir sur l'atmosphère. C'était l'odorama de l'époque, vous voyez. Et les moines aussi allaient chercher le saule et la reine des prés dans les campagnes pour soigner les rhumatismes. Ils faisaient ça de façon empirique et c'était très, très malin parce qu'on sait aujourd'hui que dans le saule et la reine des prés, il y a des salicylates dont dérive l'aspirine moderne. Vous voyez, de façon empirique, ils visaient juste, sans comprendre le mécanisme de l'action des plantes, les anciens les utilisaient à bon escient. Alors, les moines et les religieux jouent un rôle très important au Moyen-Âge dans la transmission des connaissances botaniques et médicales parce qu'ils traduisent les ouvrages des médecins arabes qui eux-mêmes ont traduit les ouvrages des médecins grecs. Vous voyez ici une enluminure d'un ouvrage d'un médecin arabe et qui concerne la récolte de la myrrhe. Certains monastères possèdent de véritables ateliers d'écriture. Vous voyez ici le scriptorium de l'abbaye de Sénanque. La seule pièce à avoir une cheminée dans les monastères, c'était la pièce où travaillaient les copistes, parce qu'il fallait que leurs doigts ne gèlent pas et que l'encre ne gèle pas. C'est le scriptorium de l'abbaye de Sénanque. Là, vous voyez un copiste au travail. Et je vais vous montrer des illustrations d'un manuscrit réalisé en Sicile au XIIIe siècle, le Tarquinium Sanitatis. C'est la traduction en latin d'un livre de médecine arabe du XIe siècle, intitulé « Table des matières de la santé ». Vous voyez ici le marube, une herbacée à odeur musquée qui est utilisée pour soigner les bronchites. Ici, on voit le lys, qui était utilisé pour soigner le rhume. L'aunay, avec ses fleurs jaunes, était utilisé comme tonique cardiaque. Et le souchet, je vous en ai parlé à propos du kifi, le souchet, on utilise le rhizome, vous voyez les gros rhizomes bruns du souchet. Le souchet était utilisé pour traiter la sciatique. Au Moyen-Âge, il faut faire une place très importante
à une grande phytothérapeute, la plus grande de l'époque. C'est Hildegarde de Bingen. Vous la voyez ici recevant l'inspiration divine. Hildegarde de Bingen est une abbesse allemande. Elle a vécu au XIIe siècle et elle a écrit de nombreux ouvrages sur les plantes et leur pouvoir. Alors, Hildegarde de Bingen était une grande mystique, c'était une visionnaire. Elle était écoutée du pape, elle sermonnait, elle corrigeait même les puissants de son époque, comme Aliénor d'Aquitaine, Frédéric Barberousse, Henri II d'Angleterre. C'était aussi une musicienne, une poétesse de premier plan. Elle avait des tas de dons, cette femme, des tas de dons. Et sa santé était chancelante. C'est pour ça qu'elle s'est intéressée instinctivement aux plantes. Elle avait une très mauvaise santé. Elle s'est intéressée aux plantes, à l'influence de la lune sur leur culture. Elle en a décrit 300. Et dans ce monastère, dans le monastère qu'elle avait créé à Ruppersberg, en Allemagne, elle préparait des parfums thérapeutiques pour soigner les malades. C'est la plus grande phytoaromathérapeute de son temps. Alors, il ne reste rien de son monastère qui a été détruit par les Suédois au XVIIe siècle, mais on se souvient toujours d'Hildegarde de Bingen qui est toujours réédité. Au Moyen-Âge aussi, les ordres hospitaliers vont beaucoup faire appel aux plantes aromatiques. Les ordres hospitaliers sont très importants sur les grandes routes des pèlerinages. Il y en a un tout particulièrement dont je vais vous parler, c'est l'ordre de Saint-Antoine. C'était un ordre très important qui avait 370 hôpitaux, de l'Écosse jusqu'à Antioche. Alors l'abbaye de Saint-Antoine que vous voyez ici est dans le Dauphiné, c'était la maison-mère. Elle s'est établie au XIIe siècle et si vous passez à Saint-Antoine, vous verrez les restes d'un hôpital moyenâgeux magnifique. Et j'ai fait une exposition qui est permanente sur les parfums qui soignent à Saint-Antoine-l'Abbaye. La première a duré 13 ans et ils m'ont demandé, il y a 2 ans, de la prolonger. Et donc Saint-Antoine, c'était un haut lieu de la médecine thérapeutique par les plantes. Alors Saint-Antoine, le saint guérisseur, était invoqué pour soulager les maladies de peau. Vous voyez des ex-voto en forme de main, de pied. Et il était surtout invoqué pour les malades victimes du mal des ardents. Le mal des ardents, c'était une maladie que l'on contractait en temps d'épidémie, en temps de disette, je veux dire, quand le blé manquait et que l'on avalait du seigle avarié. Et ce mal des ardents provoquait des brûlures internes intenses. Les gens devenaient fous, ils se jetaient dans les fleuves, enfin c'était insupportable. Et lorsqu'on arrivait à les retenir, souvent leurs membres se gangrenaient. Alors vous voyez ici Saint-Antoine avec des flammes sous ses pieds. Ça évoque le mal des ardents, ces brûlures intenses. Et le petit cochon, encore plus bas, évoque le fameux baume qui était utilisé à Saint-Antoine-l'Abbaye pour apaiser, après opération, les brûlures des malades. Parce qu'entrait dans ce baume non seulement des végétaux aromatiques, mais du suif de cochon. Alors, lorsque les membres commençaient à se gangréner, les religieux faisaient appel à des chirurgiens qui sciaient les membres des malades. Ouais. Et vous pouvez voir à Saint-Antoine-l'Abbaye encore ces fameuses scies. Et Saint-Antoine-l'Abbaye a gardé la formule du baume aromatique que les chirurgiens ensuite appliquaient sur les moignons des malades pour apaiser leur souffrance et permettre la cicatrisation.
Je ne vous ferai pas sentir la recette de Saint-Antoine parce qu'elle ne sent pas trop bon. Mais je peux vous dire ce qu'il y avait dedans. Il y avait de la térébenthine, de l'huile d'olive, du vert de gris, des feuilles de chou, des feuilles de noyer, des feuilles de blette, des laitues, du plantain, une plante médicinale antivirale, des feuilles de sureau, une plante antivirale, des feuilles de pied de cheval ou tussilage, également reconnues pour ses vertus curatives, de l'ortie, du suif de mouton, du saindoux de porc, de la poix blanche. Tous les religieux participeront à la lutte contre la peste en 1348 parce que la grande peste noire a tué le quart de la population en Europe. Et plus des 2/3 des franciscains ont péri en soignant les malades. Alors il faut faire au Moyen-Âge une place très importante à un endroit que beaucoup d'entre vous connaissent, c'est la fameuse pharmacie-parfumerie de Santa Maria Novella. Vous voyez ici le campanile, le cloître, et sur ce plan, vous remarquerez l'apothicairie. Vous remarquerez ici l'apothicairie, la pièce où on faisait les parfums. Alors cette parfumerie-pharmacie a été créée au XIIIe siècle par les dominicains. Les dominicains ont reçu l'appui des princes Médicis, qui aimaient beaucoup les parfums et qui ont donné aux dominicains de l'argent pour qu'ils puissent se développer. Et on voit la prospérité de Santa Maria Novella au XIXe siècle. Vous voyez la salle des ventes. Alors Santa Maria Novella était fréquentée par la jet set de l'époque parce qu'on allait à Santa Maria Novella chercher des parfums thérapeutiques et on allait aux nouvelles aussi. On y allait aussi pour rencontrer des gens qui vous mettaient au courant de ce qui se passait en Allemagne, en Suisse, dans d'autres pays, d'où l'expression « être au parfum », « aller au parfum ». Les parfumeries étaient des lieux de réunion où les nouvelles circulaient. Alors ce qu'on trouvait, on trouvait beaucoup de choses à Santa Maria Novella. Vous voyez ici un produit contre la peste. On trouvait aussi, vous allez pouvoir le sentir, une eau de lys qui a été exportée jusqu'en Chine au XVIe siècle. Où se situe Santa Maria Novella ? À Florence. À Florence. Alors aujourd'hui, évidemment, ils ne font plus leur parfum uniquement avec des produits naturels. Hein. Tout ça a changé, mais la réputation de Santa Maria Novella perdure. Et lorsqu'on arrive à Santa Maria Novella, on est toujours accueilli par un parfum intense. Voilà. Les moines ont arrêté leur activité à Santa Maria Novella au XIXe siècle. Ensuite, c'est devenu privé, c'était racheté par des... Celui-ci, c'est un authentique alors ? Authentique. Ah oui, tout ce que je vous fais sentir, c'est authentique. Hein. C'est pas, ça a été recomposé d'après la formule originale. Hein. Ça transporte hein, ces odeurs. On y trouvait aussi un produit qui est très connu, c'est le vinaigre des 4 voleurs. C'est moins agréable à sentir, mais je vais quand même vous le faire sentir. Tous les parfums que je vous fais sentir s'avalaient et s'appliquaient sur le corps. Tous. Le vinaigre des 4 voleurs, il est composé de romarin, de sauge, de camphre, d'absinthe. Et on en a la formule parce que, selon la légende, il était tellement efficace qu'il aurait permis à 4 voleurs de pénétrer dans les maisons des pestiférés et de voler tout ce qu'il y avait sans tomber malade. Alors ces 4 voleurs ont été arrêtés par la police et la police leur a
présenter un marché, on vous laisse la vie sauve si vous nous donnez la formule. C'est pour ça qu'on a la formule. Il y a beaucoup de vinaigres des 4 voleurs, celle-ci c'est l'authentique. On la trouve chez... Oui, mais celle que j'ai, moi, elle vient de Simon Barbe. Les voleurs ont été exécutés, mais au lieu d'être brûlés, ce qui était une mort quand même très, très difficile, ils ont été pendus. C'est tout. La remise de peine s'est arrêtée là. Alors au Moyen-Âge, deux produits connaissent une grande renommée, c'est la pomme de senteur et l'eau de la reine de Hongrie. Alors celui-là, vous le trouverez dans certaines boutiques, mais c'est un peu n'importe quoi. Je n'en dirai pas plus. Alors les pommes de senteur, vous voyez ces superbes objets ajourés, elles sont d'origine orientale. Elles apparaissent au XIIe siècle. Ce sont des sphères creuses, en argent ou en or, garnies de perles, c'est le cas ici, ou de pierres précieuses. Et elles sont garnies de parfums solides. Et alors qui font appel aux végétaux aromatiques et aussi à des produits animaux comme le musc, l'ambre, la civette. Vous savez tous ce qu'est le musc et l'ambre, ou vous voulez que je fasse un petit rappel ? Un petit rappel. Alors le musc vient d'un cervidé primitif qui vit au Tibet, dans l'Himalaya, en Somalie, et qui a sous le ventre une poche qui contient une sécrétion. Et il faut tuer le chevrotin porte-musc pour découper la poche et recueillir cette sécrétion. Alors cette sécrétion est ensuite, chez Guerlain, elle était traitée dans des valseuses, dans l'alcool, et l'odeur au départ du musc est très très puissante, et c'est une odeur animale très puissante, une odeur un peu fécale aussi. Mais cette odeur mêlée aux produits végétaux aromatiques exhale l'odeur des produits végétaux et donne beaucoup de substance au parfum, beaucoup de sillage. Guerlain a beaucoup fait appel, les grandes maisons de parfums au 19e ont beaucoup fait appel au musc. L'heure bleue en contenait beaucoup, aujourd'hui il n'y en a plus du tout, c'est du musc de synthèse, ça n'a pas la même odeur quand même. Et donc, alors il y avait du musc, il y avait aussi de l'ambre. L'ambre, ça vient du cachalot, mâle. C'est lorsque le cachalot avale des calamars géants, c'est sa nourriture principale. Les calamars déchirent ses entrailles parce qu'ils ont un bec pointu et une sécrétion apparaît pour permettre la cicatrisation des intestins. Cette sécrétion est expulsée naturellement par l'animal, elle flotte sur la mer ou elle échoue sur les plages de l'océan Indien, Pacifique. On la recueille, c'est un produit aussi très coûteux. J'ai oublié de vous dire que le musc, c'était le produit le plus cher à l'époque de la parfumerie. Aujourd'hui, c'est le oud naturel. Un produit aussi, un végétal qui a une odeur animale, comme par hasard. Donc l'ambre est aussi un produit très coûteux. Ambre gris. Il ne faut pas le confondre avec l'ambre végétal dont on fait des colliers. Alors, le musc, on n'a plus le droit d'en importer depuis 1973 parce que l'animal, le chevrotin porte-musc, était en voie d'extinction. Les Chinois continuent de le braconner parce qu'ils utilisent l'ambre comme Viagra, ils l'avalent. L'ambre, on en trouve encore, mais on n'a pas besoin de tuer l'animal pour recueillir l'ambre. Mais les écologistes ont fait des campagnes contre les produits animaux dans la parfumerie, donc les maisons de parfum aujourd'hui ne veulent plus introduire de substances animales dans leurs formules.
L'ambre était très présent dans le numéro 5 de Chanel, dans l'extrait. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Alors, le musc, il n'y avait pas de musc dans le numéro 5. Non, il y avait de l'ambre, il y avait de la civette en revanche. La civette provient d'un chat civette, c'est une sorte de chat renard qui vit en Éthiopie et qui a sous la queue une poche qui contient une sécrétion qui a une odeur fécale très intense. Et il faut recueillir la sécrétion. On n'a pas besoin de tuer l'animal, mais il faut le cureter. Donc évidemment, ce n'est pas agréable pour l'animal, d'où les campagnes écologistes. Mais ces produits animaux donnaient au parfum beaucoup de sillage. Vous quittiez une pièce, votre parfum restait derrière vous, vous voyez. C'était des parfums qui étaient très rémanents. Alors aujourd'hui, ces produits animaux ont disparu, quasiment disparu. En Orient, on utilise encore un peu d'ambre. Et puis je vous le disais, les Chinois continuent de braconner le chevretin porte-musc, mais ils l'utilisent surtout pour leur pharmacopée, hein, pas dans la parfumerie de consommation hédoniste. Et on cherche à trouver d'autres produits animaux, mais la pierre de feu, par exemple, c'est un mammifère un petit mammifère qui urine sur une pierre, et on recueille la pierre, on enlève la sécrétion qui est sur la pierre, mais enfin, c'est des bricolages. Les grands produits animaux de la parfumerie, c'est le musc, l'ambre, la civette et le castoreum. Castoreum, ça vient du castor, il a aussi une poche qui contenait une sécrétion qui était utilisée dans la parfumerie, mais on ne l'utilise plus non plus. Alors je vous disais que dans la pomme de senteur, il y avait ces produits animaux mêlés aux produits végétaux aromatiques pour renforcer les pouvoirs des produits végétaux. Je vais vous montrer différentes pommes de senteur. Je vous en voyez une ici portée par un prince de l'époque, parce qu'évidemment, ces pommes de senteur, vu leur prix, n'étaient réservées qu'à une élite. Vous voyez une pomme de senteur portée à la taille. Ce sont des très beaux objets, portés au doigt, là, la pomme de senteur. Alors ce sont des très beaux objets qui est évidemment pas accessibles au peuple. La pomme de senteur s'est ensuite un peu démocratisée et le contenant, au lieu d'être en argent ou en or, le contenant a été fait en cuivre ou en laiton. Et les ingrédients aromatiques contenus dans la pomme de senteur étaient plus modestes. Alors je vais vous faire sentir une pomme de senteur. La recette date de 1348 et elle a été donnée par le Collège de la Faculté des médecins de Paris. J'ai trouvé cette formule dans mes recherches et les médecins donc demandaient aux gens de sortir en respirant une pomme de senteur. Alors, ils donnent cette formule. Je vais vous donner quelques ingrédients. Storax, calamite, gomme arabique, myrrhe, encens, aloès, rose rouge, santal, musc, noix de muscade, girofle, massie, noix d'ébène, calame aromatique. Vous voyez, il y en a toute une série, je ne vais pas tous vous les lire. Donc, tous ces ingrédients, de l'ambre aussi, du nard. Tous ces ingrédients ont été pulvérisés, tamisés, broyés avec de l'eau, de façon à former une pâte. Là encore, les produits étaient très coûteux. Dominique Ropion travaille chez IFF, International Flavors and Fragrances, et ils ont une grande bibliothèque de parfums. Et il leur restait du musc et de l'ambre, parce que c'est l'ambre qui donne cet effet-là. Alors une autre préparation aromatique qui a beaucoup de succès au Moyen-Âge, c'est la fameuse eau de la reine de Hongrie. La fameuse eau de la reine de Hongrie qui a des successeurs aujourd'hui parce qu'il y a
il y a eu des produits qui sont apparus sur le marché intitulés Eau de la Reine de Hongrie. La formule que je vais vous faire sentir date de 1370. Et elle avait été mise au point pour la reine de Hongrie, qui avait 72 ans. C'est la première formule de parfum alcoolique connue en Europe. Et son apparition est liée au progrès de la distillation. Les Arabes connaissaient depuis longtemps la distillation des végétaux aromatiques à la vapeur d'eau. Et la distillation va apparaître en Occident par l'Espagne et l'Italie. Et elle se faisait au départ à la vapeur d'eau, mais elle s'est complexifiée à Montpellier et à Salerne, et c'est devenu la distillation à l'alcool. Et là, l'eau de la Reine de Hongrie, c'est un produit qui est fait avec la distillation alcoolique. Alors, c'est une formule à base de romarin et d'esprit de vin. L'esprit de vin, c'est de l'alcool éthylique. Il y a aussi dans l'eau de la Reine de Hongrie de la sauge. Et selon la légende, elle aurait permis à la Reine de Hongrie de guérir de toutes ses infirmités, de retrouver sa force et sa beauté et d'être demandée en mariage par le roi de Pologne. Et le produit a un succès phénoménal. C'est une révolution, l'eau de la Reine de Hongrie. Dans l'histoire de la parfumerie, l'eau de la Reine de Hongrie, c'est une étape. Les parfums vont être faits avec la distillation à partir de cette époque. Avant, ils avaient une base huileuse où c'était du vin, mais on n'utilisait pas la distillation avant l'eau de la Reine de Hongrie, en Europe du moins. Alors, comme je vous le disais, c'est un produit réputé pour toutes ses vertus impressionnantes. C'est un remède contre toutes les maladies du cerveau, des nerfs, des rhumatismes, des jointures, la goutte, enfin, la liste est interminable. Et cette eau de la Reine de Hongrie va elle aussi avoir une très belle carrière, puisqu'elle apparaît en 1370, et on va l'utiliser jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. On va la sentir, si vous voulez. Eh bien, on s'en frottait tout le corps. On l'utilisait. Alors, Madame de Sévigné demandait à ses pensionnaires de Saint-Cyr de l'utiliser tous les matins pour se nettoyer, en fait. Parce qu'à cette époque, l'eau était mauvaise. Mais ça, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Napoléon utilisait l'eau de Cologne, lui, mais l'eau de la Reine de Hongrie était utilisée au XVIIe siècle abondamment. Hein. On se lavait à l'eau de la Reine de Hongrie puisque l'eau était déconseillée par les médecins. Mais ça, je vais vous en parler un tout petit peu plus tard. Alors, à la Renaissance, des progrès importants sont faits dans la distillation des végétaux aromatiques grâce au serpentin. Vous voyez ce petit objet torsadé. Ça permet de faire de meilleures distillations. Et on trouve donc des produits à la Renaissance, comme l'eau fine est très odoriférante, que je vous incite à sentir parce que je le trouve très très agréable. Il a été fait pour soigner par le régent de la faculté de médecine de Paris, André Le Fournier, au XVIe siècle. Alors cette eau très odoriférante, elle contient de la rose, du storax, des clous de girofle, du musc, du benjoin, du camphre, de l'aloès. Elle a été préparée en 1541 et elle était faite aussi pour renforcer les défenses immunitaires. Et ce qui est frappant dans cette eau fine et très odoriférante, c'est l'abondance de produits exotiques. Et ça s'explique parce qu'après les grandes expéditions de Christophe Colomb, que vous voyez ici, accostant en Amérique centrale, Christophe Colomb, Vasco de Gama, Magellan, de nouveaux circuits maritimes ont été ouverts et il a été plus facile de se fournir en produits aromatiques exotiques. Et des nouveaux produits sont arrivés sur le marché, de nouveaux ingrédients aromatiques sont arrivés sur le marché, comme la vanille,
qui venait du Mexique, le copal qui venait du Mexique, la fève tonka qui venait de Guyane et du Brésil, le baume du Pérou, le benjoin de Sumatra, le benjoin qui a une odeur vanillée. C'est une gomme résine, il faut assiser l'arbre pour recueillir la gomme résine. Le benjoin arrive dans la parfumerie pharmacie à la Renaissance et il y en a dans l'eau fine et très odoriférante. L'eau fine est très odoriférante, il y en a du benjoin. Ça vous plaît? On sent la rose benjoin, c'est agréable. Le benjoin, il y en a toujours. La rose, il y en a toujours. Mais évidemment, sous leur forme naturelle, c'est très coûteux. Alors, je vous disais que là, on voit Christophe Colomb arriver en Amérique et découvrir la vanille, le tabac, le copal. Magellan, c'est le premier à avoir fait le tour du monde, c'est inscrit sur le globe. Il va revenir en Espagne après avoir fait le tour du monde et il va rapporter des clous de girofle, vous les voyez sur le blason, de la cannelle, les deux branches de cannelle sont croisées, et c'est son second, Sébastien Delcano, qui a été félicité par Charles Quint et qui a été distingué par Charles Quint. Charles Quint l'a anobli et lui a donné cet écusson parce que Magellan a péri pendant le voyage en se battant avec des autochtones sur une île. Il a reçu une flèche empoisonnée. Il n'a pas pu revenir jusqu'en Espagne et être anobli par l'empereur Charles Quint. Et donc on a des muscades, c'est des muscades autour des bâtons de cannelle, là, hein. Muscade, clou de girofle, cannelle. Alors à la Renaissance, on trouve aussi des compositions étranges, comme la momie. La momie, c'est une composition aromatique qui fait appel à la chair desséchée de momies égyptiennes, mêlée de produits aromatiques, parce que les momies étaient embaumées avec de la cannelle, de la myrrhe, du safran. Donc les produits aromatiques étaient très très importants dans l'embaumement. On pouvait embaumer que grâce aux vertus des produits aromatiques, hein. Uniquement grâce à ça, hein, qui empêchait la putréfaction. Lorsqu'on dit que les huiles essentielles ont des pouvoirs antiseptiques, ça se comprend avec les pratiques d'embaumement des Égyptiens. Ils pouvaient traverser les siècles grâce aux vertus antiseptiques des produits aromatiques. Alors ça, cette médication, la momie, elle apparaît au Moyen-Âge et elle va durer jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Et tenez-vous bien, c'était un produit même qu'on avalait pour se protéger de la peste. Il y a des portraits de François Ier où il figure avec un petit sachet de momie autour du cou. Donc cette médication aromatique a eu une longue carrière, elle aussi. À la Renaissance apparaissent aussi des compositions aromatiques faisant appel à des perles, à des coraux, à des pierres précieuses, parce que ces produits-là passaient pour des contrepoisons, et aussi faisant appel à un produit qui est complètement disparu aujourd'hui, la corne de licorne. Alors la corne de licorne provient d'un animal mythique. Vous voyez ici une licorne qui a une grande corne, qui porte une grande corne au milieu du front. Et en fait, ce qu'on utilisait à l'époque, à la place de cette fameuse corne de licorne, puisque l'animal n'existait pas, c'est la dent du narval, la dent spiralée d'un cétacé des mers arctiques, la dent du narval. Et le grand chirurgien Ambroise Paré a condamné l'utilisation de ces cornes de licorne, de ces perles, de ces pierres précieuses dans les compositions aromatiques, parce qu'il disait ces ingrédients ne sentent rien, ils n'ont pas d'odeur, donc elles n'ont pas d'efficacité. Ce n'est pas la peine de les mettre.
Néanmoins, dans les compositions aromatiques de la Renaissance, on trouve en abondance ces ingrédients. Alors, les parfums à la Renaissance devaient être d'autant plus efficaces que l'eau va être condamnée dans la toilette. Et les médecins, dès 1348, dès l'arrivée de la Grande Peste, avaient déconseillé déjà au peuple de se laver avec de l'eau et d'aller dans les bains publics. Vous voyez ici des bains publics qu'on appelait étuves, où on se lavait avec de l'eau chaude. Et les bains publics de l'époque étaient aussi pourvoyeurs d'autres services, comme vous allez pouvoir le constater, ce qui fait que les religieux ont appuyé les médecins pour obtenir la fermeture des étuves. Alors, les étuves vont disparaître. Le dernier bain public en France va fermer en 1556 à Dijon. Et on va se laver, pour ceux qui en ont les moyens, avec des parfums, en avaler si possible, pour se laver de l'intérieur. Les gens plus modestes se nettoieront avec des vinaigres aromatiques. Des vinaigres dans lesquels ils font macérer de la sauge, du romarin. Au XVIIe siècle va apparaître le jardin royal des plantes aromatiques, c'est le jardin des plantes. Il a été créé par Louis XIII. Et il était dirigé par le premier médecin du roi. Et on y enseignait la botanique aux médecins et aux pharmaciens. Et au XVIIe siècle, l'importance sanitaire accordée aux parfums repose sur une conviction forte, puisque l'odeur véhicule l'énergie de toute substance et pénètre le corps en profondeur. Et pour le médecin de Louis XIV, comme je vous le disais tout à l'heure, toute la vertu des médicaments ne consiste que dans leur odeur. Alors, au XVIIe siècle encore, certains parfums vont être renforcés par des substances très violentes. Vous voyez ici des parfumeurs de peste. Ces personnages qui désinfectaient les individus en temps de peste et qui désinfectaient les maisons s'appelaient parfumeurs de peste. Et vous voyez à la main de l'un d'entre eux une cassolette sur laquelle brûle une poudre fumigative. Et il va s'en servir en passant de pièce en pièce pour désinfecter l'atmosphère des lieux où il y a eu la peste. Et aussi, il va passer sa cassolette sur des humains. Et on ajoutait aux poudres fumigatives, pour renforcer leur efficacité, des produits très violents comme le soufre, la poudre à canon, l'arsenic. Et il y avait souvent des accidents respiratoires. Quelquefois, les gens suffoquaient. Les médecins de peste aussi sont protégés par ce costume que vous connaissez sûrement. Le médecin porte un masque avec un bec d'oiseau qui est rempli de substances végétales aromatiques pour filtrer l'air qu'il respire. Et il porte aussi des gants parfumés, des gants qui doivent le protéger des effluves des malades. Alors, dans ces gants parfumés, il y a du bois d'aloès, du bois de rose. Le bois de rose, ça coûte très cher, hein. Du bois de santal, du benjoin, de la cannelle, du clou de girofle, du citron, de l'huile de benne. Le benne, c'est une sorte de noix. De l'ambre, du musc, de la civette, de l'eau de fleur d'oranger et de l'eau de rose. Voici d'autres costumes de médecins de peste. Ils ont été portés notamment, ces costumes-là, au moment de la grande peste de Marseille de 1720. Tout le monde ne pouvait pas s'acheter des gants parfumés, hein. Les gantiers parfumeurs vont être à l'origine de l'essor de la parfumerie française. Il y a un parfumeur qui a disparu depuis quelques années, qui s'appelait Jean-François Laporte, et qui avait créé à Paris
des boutiques Maître Gantier parfumeur. Vous en souvenez peut-être, il y en avait un rue de Grenelle, où il reconstituait l'intérieur des boutiques des Maître Gantier parfumeurs. Parce que jusqu'au XVIIIe siècle, la parfumerie était faite par plusieurs corps de métier. Des gantiers, des apothicaires, des triacleurs, ceux qui faisaient les chandelles, des thériaqueurs, ceux qui faisaient la thériaque. Il y avait plusieurs corps de métier qui s'occupaient des parfums et des parfums thérapeutiques. Et avec les gantiers parfumeurs vont recevoir de Louis XIV au XVIIe siècle des statuts permettant à cette profession de se développer et d'être la seule à avoir le titre de parfumeur. Et les maîtres gantiers parfumeurs, il y en avait beaucoup à Grasse. Jean-Claude les a rencontrés dans une vie antérieure. Mais on voit encore des maisons de gantiers parfumeurs à Grasse. Grasse était célèbre pour ses maîtres gantiers parfumeurs. Et donc la parfumerie française s'est développée grâce aux gantiers parfumeurs. Et vous voyez les gants parfumés portés par les médecins de peste au XVIIe et XVIIIe siècle. Alors au XVIIIe, l'aristocratie a assez des produits animaux, elle veut des senteurs fraîches, comme l'eau de Cologne, dont vous voyez les ingrédients, romarin, mélisse, essence d'orange, bergamote, néroli, cédrat, citron. L'eau de Cologne est apparue à la fin du XVIIe siècle, lors de la guerre de 7 ans. C'est un certain Jean-Paul Féminis qui l'a commercialisé à Cologne. Les soldats français l'ont rapporté en France et l'ont diffusé, et ça s'est diffusé dans toute l'Europe. Elle a eu un succès considérable. Alors l'eau de Cologne, on la boit, on s'en frictionne tout le corps, et elle donne naissance à d'autres produits légers, comme l'eau de la reine couronnée, comme l'eau couronnée, portée par Marie-Antoinette. Alors il y a dedans de la violette, de l'iris, de la jonquille, de la fleur d'oranger, des roses, de la tubéreuse, du massis, de la girofle, de la bergamote, de l'orange. C'est seulement au début du XIXe siècle que va se produire la séparation de la parfumerie et de la pharmacie, parce que Napoléon, qui était un très grand consommateur d'eau de Cologne, il en emmenait sur les champs de bataille. Il avait des flacons d'eau de Cologne dans ses bottes et il en buvait pour se protéger des maladies, il s'en frictionnait le corps. Mais Napoléon voulait protéger le public des produits pharmaceutiques frelatés. Et il a demandé aux parfumeurs qui mettaient sur le marché des eaux médicamenteuses de les soumettre à une commission appelée Commission des remèdes secrets. Alors cette commission examinait la formule et donnait son accord ou non. Jean-Marie Farina, qui était le descendant de Jean-Paul Féminis, qui avait commercialisé l'eau de Cologne pour Napoléon, a présenté son eau de Cologne à la Commission des remèdes secrets, qui l'a validée. Et on voit sur les affiches publicitaires de l'eau de Cologne que les médecins de la Commission des remèdes secrets recommandent l'eau de Cologne contre des tas de maladies, vous voyez. Et l'eau de Cologne a eu une très très grande carrière puisqu'elle est toujours présente aujourd'hui. Et lorsque Napoléon a été en exil à Sainte-Hélène, il avait demandé à son fidèle mamelouk de lui reconstituer une eau de Cologne avec les ingrédients trouvés sur place pour lutter contre les maux qu'il avait à cette époque. Alors déjà, Napoléon sépare la pharmacie de la parfumerie, et dans la seconde partie du 19e siècle, avec l'arrivée de la chimie dans la parfumerie et dans la pharmacie, les liens du parfum avec la nature vont se distendre et les parfums ne vont plus revendiquer leurs vertus médicinales pendant des décennies. Et il faudra attendre ce chimiste parfumeur qui s'appelle René Maurice Gattefossé
en 1936 pour que les parfums qui soignent reviennent sur le marché. Parce que René-Maurice Gattefossé était en train de faire des expériences dans son laboratoire. Vous voyez ici les alambics. Il y a eu une explosion. Sa main était gravement brûlée. Il a fait appel aux médicaments chimiques. La gangrène est arrivée. Il n'arrivait pas à se soigner. Il a l'idée un jour, puisque son mal empirait, de tremper sa main dans de l'huile essentielle de lavande qu'il avait dans son laboratoire. Il constate qu'il y a un mieux immédiat et il guérit de sa brûlure. Il a été tellement stupéfait des pouvoirs antiseptiques de l'huile de lavande, de l'huile essentielle de lavande, qu'il a décidé de passer le reste de sa vie à l'étude des huiles essentielles. Et son premier ouvrage paraît en 1936 sous le titre, c'est lui qui crée le mot, aromathérapie, les huiles essentielles, hormones végétales. Vous voyez, le grand retour dans la pratique médicale de la phytoaromathérapie est surtout et essentiellement à mettre au crédit du docteur Jean Valnet, que vous voyez ici. Ce médecin, qui était d'origine franc-comtoise, il est bardé de diplômes. Il est spécialiste de nombreuses disciplines médicales. Bardé de diplômes, chirurgien des armées. Il a consacré sa vie à l'étude des huiles essentielles. Et il a utilisé les essences aromatiques d'abord pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que les maquisards manquaient cruellement de médicaments. Il soignait les maquisards avec des préparations aromatiques. Et ensuite, en Indochine, pendant la guerre d'Indochine, il opérait les blessés et il les soignait ensuite avec des essences aromatiques pour éviter les complications post-opératoires. Et il a fait un grand usage des essences aromatiques. Son premier ouvrage, Aromathérapie, traitement des maladies par les essences des plantes, est publié en 1964. Suivront Docteur Nature en 1970 et Phytothérapie, traitement des maladies par les plantes, 1972. Tous ces travaux ont visé à concilier les pratiques ancestrales et les connaissances modernes. Et ces travaux vont trouver un écho favorable tant auprès des médecins que du grand public. En codifiant les propriétés, les indications, les posologies des huiles essentielles, il a fait sortir l'aromathérapie de l'empirisme et il lui a donné une caution scientifique. À la condition impérative d'être d'excellente qualité, non coupée par d'autres ingrédients pour abaisser le prix de l'huile essentielle. Les essences naturelles ont de formidables pouvoirs antiseptiques. On l'a vu avec René-Maurice Gattefossé. Leur richesse en phénol, en terpènes, en alcool, en aldéhyde explique ces pouvoirs. Selon le docteur Valnet, ce sont les essences d'eucalyptus, de girofle, de niaouli, de thym, d'ail, de santal, de citron, de cannelle, de lavande, de menthe qui sont les plus utilisées pour leur action antiseptique. Et les travaux modernes visent à confirmer le bien fondé des pratiques des anciens, qui ignoraient la composition des essences naturelles, mais sans en comprendre le mécanisme, les utilisaient quotidiennement pour leurs vertus antiseptiques, soit dans l'alimentation, en ajoutant de l'ail, de l'oignon, du clou de girofle, de la cannelle, du citron, des baies de genièvre, ce qu'on fait encore aujourd'hui. Quand on ajoute ces produits à nos plats, ces produits ont des vertus antiseptiques. Soit ils utilisaient les essences sous forme de fumigation dans la prévention et le traitement des épidémies. Selon le docteur Valnet,
la thérapeutique aromatique vient à bout des infections pulmonaires, hépatites, intestinales, urinaires, utérines, rhinopharyngées, cutanées. Si les essences prescrites le sont à bon escient et suffisamment longtemps. Et c'est à sa fille spirituelle, Marité Tiphaine, qu'il a confié le soin de produire et de distribuer ces préparations à partir d'huiles essentielles de qualité absolue. À cet effet, Marité Tiphaine a créé le laboratoire Cosbionat près de Vendôme, où elle produit une 50aine d'huiles essentielles et les 9 formulations magistrales du docteur Valnet, de qualité absolue. Alors vous voyez ici le docteur Valnet et sa fille spirituelle, Marité Tiphaine, dans un champ de camomille avec le producteur. Après une longue éclipse, les parfums pénètrent à nouveau dans les hôpitaux, tandis que les parfumeurs contemporains manifestent un intérêt croissant pour cette facette thérapeutique longtemps indissociable de leur art. C'est en particulier dans les services de gérontologie, gynécologie, dermatologie qu'on observe ce retour des parfums. L'odorat étant directement relié au système limbique dont dépendent nos émotions, l'inhalation d'huile essentielle permet le rééquilibrage de nos affects. Peur, stress, manque de confiance en soi, colère, perte de mémoire peuvent être combattus de cette façon et apporter un sentiment de bien-être. Et les huiles essentielles permettent aussi de réduire des anesthésiques lors de chirurgies profondes. Ça s'est fait à Cochin avec Marie-Annick Lallemand. Alors les premières utilisations de l'aromathérapie dans les services hospitaliers ont eu lieu en Belgique, en Allemagne, en Suisse. Ces pays étaient plus avancés que la France. Et c'est à la faculté de Strasbourg que Anne-Lise Lobstein, professeure de pharmacognosie, a créé le premier diplôme d'université d'aromathérapie clinique en France. C'est la fille d'un professeur de pharmacie qui était passionné par les plantes médicinales et elle s'est intéressée tout particulièrement aux molécules bioactives nouvelles qu'on trouve dans la flore tropicale. Et elle a publié de nombreuses études concernant leur action anticancéreuse, antidiabétique et dermocosmétique. Alors les thérapies olfactives se développent. Vous voyez ici une association qui s'appelle Parfums des Anges et qui prépare pour les enfants atteints de cancer des parfums sur mesure. Et le parfum leur permet de se raccrocher et d'être moins stressés, d'avoir moins peur. Vous voyez ici les enfants de cette association respirant des bouillettes de parfum. On voit une petite fille aussi, tout à fait réjouie ici, en train de respirer une mouillette de parfum. Ça l'aide. Cette association, elle a été créée par Olga Alexandre, c'est une neurobiologiste, et elle a développé cette thérapie olfactive pour permettre aux enfants de mieux combattre la maladie. Alors l'École supérieure du parfum Paris-Grasse aussi a créé une formation professionnelle en thérapie olfactive. Et ce qui montre bien que certains parfumeurs, aujourd'hui, reviennent à cette volonté de faire des parfums thérapeutiques. Toutes ces réalisations sont le signe que les parfums qui soignent ou apportent du bien-être sont en train de regagner leur place dans la parfumerie et la pharmacie de nos sociétés. Je vous remercie de votre attention.